De grandes leçons, parce que c'est une expérience qui a duré plus de 18 ans et qui m'a permis de m'enrichir sur un plan à la fois politique et intellectuel et de voir et de constater que la communauté maghrébine dans son ensemble avait une soif extraordinaire de parole. Et ceci n'était pas étonnant puisque les trois pays à forte immigration en France étaient tous les trois des pays de dictature. Donc donner la parole libre aux citoyens de ces pays était en soi une gageure et aussi un apprentissage qui a permis à Radio Méditerranée de jouer un rôle pédagogique pour la communauté. La radio ne s'est pas contentée de donner la parole, elle s'est aussi fixée comme tâche de défendre les droits des immigrés dans différentes instances, auprès de différentes instances et à différentes occasions. Mais le rôle principal que moi je m'étais assigné au moment de la création de cette radio, c'est de nous habituer à nous parler et à échanger et à prendre surtout conscience que nous appartenons à un même ensemble géographique, historique et politique, indépendamment des frontières des États-nations. Ça n'a pas été facile et chacun faisait l'apogée de son propre pays d'origine comme si, et pour être honnête, c'était particulièrement propre à nos frères algériens. Donc tout était parfait en Algérie et les autres n'étaient que suiveurs. Donc il a fallu gérer ça pendant longtemps. Les Marocains n'étaient pas tristes non plus. C'est les Tunisiens qui étaient absents de ce débat, que j'avoue être stérile, mais qui a permis d'habituer les gens à s'écouter et leur a appris à se parler. Entre-temps, on a commencé le combat contre les oppressions et les dictatures dans ces pays. J'avais commencé par le Maroc parce qu'actualité oblige, quand j'avais Radio Méditerranée, l'affaire de la prison de Tazmamart était venue sur la scène politique en France et Radio Méditerranée a joué un rôle crucial. Et elle a donné la parole à Serfati et à plusieurs protagonistes de la politique marocaine et des opposants marocains comme Moumen Diori et autres. Par la suite, il y a eu la décennie noire de l'Algérie où Radio Méditerranée a joué un rôle capital dans le dialogue entre les différentes factions politiques algériennes. Et enfin, à partir de fin 99, est arrivé le tour de la Tunisie pour donner la parole aux politiques tunisiens, aux opposants tunisiens qui n'avaient nulle part ailleurs où s'exprimer. Et c'est parti depuis novembre 99 où j'ai ouvert l'antenne à la politique tunisienne et la critique de la dictature et de l'oppression en Tunisie. Voilà un peu pourquoi la radio s'était spécialisée entre guillemets dans la cause tunisienne. Je ne pouvais pas faire autrement que donner la parole parce que l'ignorer était cautionné par le silence, ce que faisait Ben Ali, et puis je ne pouvais pas justifier non plus pourquoi je m'occupais de la situation des libertés et des droits de l'homme au Maroc et en Algérie, et de fermer les yeux sur ce qui passait en Tunisie. Ce que j'en ai tiré, c'est que les gens, l'émotion passée, avaient des réactions, avaient des attitudes très responsables, et allaient vraiment droit au but, indépendamment de l'appartenance politique à l'époque, qu'il soit des Nahda ou qu'il soit de la gauche. Ce qui était beau, ce qui m'avait frappé à cette époque, et je suis triste de ne pas le constater aujourd'hui, c'est qu'à cette époque, tout le monde parlait d'une seule voix. Peut-être parce qu'il y avait un ennemi qui les unifiait, qui était le régime de Ben Ali dans son ensemble, et dont ils étaient la victime, et par la suite, Radio Méditerranée elle-même en était la victime, mais il y avait plus de cohésion, plus de compréhension, plus de dialogue et plus d'entente entre les différentes composantes de l'opposition tunisienne. Je suis très confiant quant à l'avenir des Tunisiens de seconde, troisième ou quatrième génération, parce qu'aujourd'hui on en est presque à la 5e génération. Moi-même étant papa d'enfants de 2e et de 3e génération, même grand-père, donc je suis très sensible à cette question et très au fait de cette question parce que je l'ai traitée justement avec Radio Méditerranée et j'ai beaucoup œuvré, pas seulement avec Radio Méditerranée, mais également à travers d'instances associatives et politiques telles que l'ONACRAM, l'Observatoire national contre le racisme et l'antisémitisme à l'égard des Arabes et des musulmans que j'avais fondé en 2002, ou l'association politique qui est devenue un parti, le Parti de la France plurielle, n'avait pour but en vérité que d'initier nos enfants et les générations futures
à s'impliquer pleinement dans la vie politique du pays dans lequel ils sont nés et auquel ils appartiennent. Moi, j'ai une vision qui pourrait peut-être ne pas être totalement partagée par certains de nos enfants et des jeunes de la deuxième et troisième génération, à savoir que je suis pour que l'on évite la schizophrénie identitaire. Je suis pour qu'on fasse un choix et que l'on affirme ce choix. Si l'on veut réellement choisir la France comme pays, non pas d'adoption mais d'appartenance, comme patrie, eh bien il faut l'affirmer en soi d'abord et il faut se le reconnaître et l'admettre par soi-même. Et ainsi fait, on pourra s'impliquer dans la vie politique de ce pays et en faire une partie intégrante sans attendre que les politiques français nous intègrent ou nous désintègrent plutôt, puisque c'est ça le résultat de la politique de différents gouvernements de la France de Giscard à aujourd'hui. Donc je pense qu'on a plus à gagner en tant que citoyen français portant la nationalité française à assimiler et à admettre et à accepter la part de francité que nous apporte cette nationalité ou que nous apporte la naissance dans ce pays et la culture transmise. Ceci dit, il ne faut pas que cela nous fasse oublier nos origines et nos principes, nos valeurs. On doit s'affirmer en tant que Français musulmans pour ceux qui sont musulmans ou Français chrétiens arabes s'ils sont chrétiens, parce qu'il y en a, il ne faut pas les gommer même s'ils sont une petite minorité. Eh bien, il faut s'affirmer parce que quand on règle le problème de l'appartenance identitaire, on règle le problème des choix de l'avenir. Et je pense que c'est ainsi et de cette façon que les Tunisiens, français ou franco-tunisiens pourront être vraiment d'un immense secours, surtout dans cette phase de transition de la dictature vers la démocratie en Tunisie, à leur pays d'origine ou au pays de leurs parents. Moi, j'ai répété à plusieurs reprises et sur des années durant à Radio Méditerranée que le salut viendra des Arabes, des musulmans d'Europe pour les pays arabes et musulmans d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient. Je pense que l'échange et les principes démocratiques et d'ouverture et de modernité qui ont été inoculés à travers l'école ou à travers la société ou à travers les médias au moment de notre vie dans ce pays vont nous servir en adoptant notre propre culture eh bien, à moderniser nos pays et à les aider à traverser ce pas entre l'ancien et le moderne, ou bien un pas pour expliquer surtout, parce qu'il y a certains qui veulent aujourd'hui nous ramener à des textes littéraux, même s'ils sont mus d'excellentes intentions, mais qui sont un peu, je dirais, dépassés par l'époque dans laquelle nous vivons. Et comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'une modernité extraordinaire pour son époque, je pense que la sunna, c'est pas seulement d'imiter la tenue vestimentaire, mais c'est d'imiter l'esprit et la vision qu'avait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour qu'elle le modifie, il faut qu'il y ait projet. Donc, je suppose que vous me prêtez un projet politique. Effectivement, je pense que oui, puisque j'ai déclaré à plusieurs reprises que je souhaitais faire un think tank tunisien et que ce think tank puisse aboutir à un parti politique ou puisse faire naître de son sein un parti politique. Oui, bien sûr, on ne passe pas 35 ans dans un pays sans être influencé à la fois par sa culture politique, par sa culture linguistique et culturelle. On ne peut pas, ce sont des greffes. Et comme vous le savez, moi je suis d'une région agricole et la greffe est importante. Si vous ne greffez pas un arbre, il ne donne pas de fruits. Et j'espère surtout que cette greffe que j'ai obtenue de la France est une greffe positive qui va apporter à la Tunisie un certain esprit, une certaine vision de modernité, mais tout en étant profondément enraciné dans ma culture d'origine. Mon symbole, mon slogan et mon leitmotiv à Radio Méditerranée pendant 18 ans a été la phrase du Mahatma Gandhi « J'accepte que souffle en moi le vent de toutes les civilisations à condition de ne point me déraciner ». Et je finirai que sur, si je prends un exemple de l'islam, donc si je traduis pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, une bonne parole c'est comme un arbre bon,
fruitier, si on peut traduire ainsi, qui a ses racines bien ancrées dans le sol et les cimes qui caressent les nuages. Donc si ces cimes qui caressent les nuages reçoivent le vent des civilisations, ils ne la déracineront jamais. Voilà l'apport que m'apporte la France, que m'apporte l'Europe d'une façon générale. Et nous vivons dans un village qui s'appelle le monde aujourd'hui. Il y a une interaction culturelle et politique de différentes origines et de différents pays. Nous ne vivons pas sur une planète isolée en Tunisie, nous vivons dans cette dynamique et c'est avec cette dynamique qu'il faut faire sans pour autant renier ce qu'on est, ni renier d'où on vient. Parce que si on veut savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et moi je sais parfaitement d'où je viens. Je suis africain, je suis arabe, je suis musulman, je suis phénicien, je suis carthaginois, je suis l'ensemble et la somme de tout cela. Je suis également turc, espagnol, français. Ce sont toutes ces civilisations qui ont été brassées, se sont brassées en Tunisie. Voilà la force du Tunisien. Le Tunisien ne doit pas avoir peur de l'avenir. Le Tunisien ne doit pas avoir peur des apports culturels nouveaux, parce que ces apports, il a vécu avec pendant 3000 ans, et pourtant, ça n'a jamais changé. Il est le Tunisien tolérant, ouvert, orienté vers la modernité, ancré dans ses origines et ses racines. Je voudrais me rattraper sur quelques déclarations faites ci et là, qui ont peut-être été mal comprises, et particulièrement la dernière interview que j'ai accordée au site oma.com, où je disais que j'étais pour l'islam de l'État, pour une religion d'État. Et je voudrais m'expliquer là-dessus. Je ne veux pas dire par cela que je veux que la Tunisie devienne un État théocratique. Je ne veux pas être mal compris. Ce que j'entendais par religion d'État, ça veut dire une religion gérée par l'État pour ne pas être laissée au tout venant, pour gérer des mosquées, occuper des mosquées, la faction djihadiste par-ci, la faction wahhabiste par-là, la faction de je ne sais quoi, chiite, etc. Et la religion musulmane devient un patchwork totalement, désorganisé et désordonné. Et ceci peut créer plusieurs conséquences gravissimes pour le pays. Et surtout, enlèverait toute cohésion. Je rappelle simplement à toutes ces factions religieuses que la Tunisie était le phare de l'islam depuis le départ. N'oubliez pas Masjid al-Aghaliba, n'oubliez pas Jama' al-Zaytouna qui était le phare du savoir islamique et la première université islamique. Ne l'oubliez jamais. C'est nous qui donnions au reste de l'humanité musulmane de la Ummah, on leur donnait le tempo et la voie à suivre. Eh bien, il ne faut pas changer. Il faut revenir à Zaytouna, il faut revenir à ses classiques. C'est ça les racines dont je parlais tout à l'heure. Et merci de votre compréhension.